Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19 h. La grève générale continue à Mayotte, les barrages sont maintenus, l'accord conclu hier soir avec le gouvernement ne change rien sur place, en tout cas pour l'instant. Le 101e département français vient d'entrer dans la 4e semaine d'un mouvement qui, s'il n'est pas inédit, est exceptionnel par son ampleur. Alors, comme souvent dans les conflits qui durent, les premières revendications ne suffisent plus à saisir l'ampleur du malaise qui touche ce territoire de l'océan Indien, situé à 8000 km de la métropole. Au départ, il y avait l'insécurité, remarquable par son caractère généralisé, pour reprendre les termes de l'intersyndicale et du collectif des citoyens de Mayotte, à l'origine du mouvement. Le gouvernement a tenté d'y répondre en annonçant des renforts, mais sans doute trop peu au regard des attentes et surtout trop tard. Car plus profondément, Mayotte souffre d'un manque de développement. La départementalisation acquise suite au référendum de 2009 et la loi sur l'égalité réelle des Outre-mer, promulguée en février 2017, devait pourtant permettre de combler les nombreux retards dans l'archipel en matière d'infrastructures, mais aussi de droits. Un objectif encore lointain, d'autant que, s'agissant des droits, ceux liés aux conditions d'accession à la nationalité française sont aujourd'hui remis en cause pour lutter contre l'immigration clandestine. Alors Mayotte est-elle aux confins de la République ? C'est autour de cette question que nous allons discuter pendant les 40 prochaines minutes en compagnie de 4 invités, à commencer par vous, Mohamed Maoulida, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des porte-parole du mouvement de contestation à Mayotte, membre du bureau fédéral de la Fédération autonome de l'éducation nationale et membre par ailleurs du collectif des citoyens vigilants et révoltés de Mayotte. Vous êtes arrivé tout à l'heure à Paris. Pour discuter avec vous, Erika Barretz, bonsoir. Bonsoir. Députée Nouvelle Gauche de La Réunion, ancienne ministre des Outre-mer. Vous avez été en poste d'août 2016 à mai 2017, après avoir été secrétaire d'État chargé de l'égalité réelle. J'évoque ces deux postes parce que c'est vous qui avez porté cette loi sur l'égalité réelle des Outre-mer, dont je rappelais qu'elle avait été prorogée. Quel est le terme ? Ça y est, ça m'échappe. Adoptée, voilà, le 14 février 2017. Je vais retrouver mes moyens en présentant notre troisième invitée, Célia Cléry. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste à France O. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de la radio Outre-mer Première. Vous co-animez l'émission Outre-mer Politique. Il va de soi que la situation à Mayotte, évidemment, occupe un certain nombre de vos programmes en ce moment. Et puis notre quatrième invité, c'est Antoine Matt. Bonsoir. Vous êtes économiste, chercheur à l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale, et vous travaillez sur la question des droits économiques et sociaux. Vous vous intéressez particulièrement justement à ce territoire qu'est Mayotte. Mayotte, donc, où la grève générale continue, où les barrages pour l'instant sont maintenus. Ce n'est pas la première crise qui touche le département. Mohamed Maoulida, il y a eu des grèves en 2011, il y en a eu en 2016. Est-ce que vous diriez que ce mouvement-là, aujourd'hui, celui de février-mars 2018, c'est le plus important qu'ait connu l'île ? Je dirais que oui, parce qu'elle englobe beaucoup de choses. En 2011, c'était basé sur la vie chère, qui englobait certaines choses au niveau des monopoles, au niveau de... Mais là, aujourd'hui, c'est le cœur, c'est la sécurité, c'est la libre circulation qui est empêchée. C'est une des devises de la République qui n'existe pas sur un territoire français, un territoire national. Quand vous dites la devise de la République, c'est quoi ? Liberté, égalité, fraternité, tous ces voilà. Principes-là sont bafoués aujourd'hui ? On les cherche maintenant parce qu'on ne les a pas. Alors vous évoquez la sécurité, il y a des mots qui sont assez forts, qu'on peut lire dans la table revendicative qui date de février, qui est portée par les syndicats dont vous faites partie, Mohamed Maoulida. On peut y lire notamment ceci dans les tout premiers mots. L'insécurité à Mayotte est un phénomène grandissant, son ampleur déjà incommensurable semble n'avoir d'égal que sa barbarie. Mot très fort, est-ce que ce constat-là, c'est un constat que vous partagez les uns et les autres autour de cette table ? Est-ce que vous le partageriez avec les mêmes mots, Erika Barretz ? Ce sont des mots qui sont utilisés par ceux qui vivent la situation. Donc, il faut les entendre. Quand les gens expriment quelque chose, c'est qu'ils les ressentent. Et moi, je ne le vis pas, ça. J'ai eu en responsabilité sur une fin de mandat à être au contact de différents territoires avec différentes problématiques. Et Mayotte est un territoire particulier, singulier, dans tous les départements, parce que ça ne fait que
7 ans que Mayotte est devenue département français, par une départementalisation d'ailleurs qui n'avait jamais été préparée. Elle a été décrétée, elle a été acceptée, elle est devenue légale. Ce territoire est devenu département après de longues années de combat, mais pas préparé. Donc aujourd'hui, la question, c'est celle que vous posez. Mayotte est un département français, Mayotte est dans la République. Mais vous faites un lien, Erika Barretz, entre le manque de préparation de cette départementalisation et le niveau d'insécurité actuel ? Oui, je fais un lien parce que tout se prépare, rien ne se décrète. Et avant de devenir département, il y a eu aussi une longue période avant. Et toute cette période, je dis 74, peut-être pour ne pas remonter encore plus loin, mais toute cette période pré-départementalisation, si on veut rapprocher dans les années 80, 90, 2000, on sentait venir et on sentait qu'on allait vers cette solution. Donc on aurait pu organiser les choses d'un point de vue intérieur, mais aussi d'un point de vue international avec les Comores. Célia Cléry. Alors, ce que disait Erika Barretch est tout à fait vrai. On n'est pas sur place, donc c'est difficile de témoigner du vécu des gens. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'étais à Mayotte il y a un peu moins de 2 ans. Et déjà, à ce moment-là, j'y suis restée 3 semaines et on sentait vraiment au niveau de la population un sentiment d'insécurité, y compris auprès de mes collègues journalistes qui me disaient « il ne faut pas sortir seul dans la rue parce que tu risques d'être agressé, fais bien attention, ne barge pas, donc ne prends pas le bateau entre la grande et la petite terre trop tard le soir ». Voilà, donc ce sentiment-là, effectivement, il y avait des choses qu'on voyait venir. Après, Erika Barretch parle de la départementalisation de Mayotte qui date de 7 ans. Il y a un positionnement aussi particulier, géographique. Mayotte, c'est une île française à 70 km des Comores, de l'archipel des Comores. Et autrefois, Mayotte appartenait à l'archipel des Comores. Donc je pense qu'on ne peut pas contredire ça. Il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est celui-là aussi. Mais une augmentation de l'insécurité, est-ce que ça c'est confirmé par exemple par les journalistes de François qui se trouvent sur place, j'imagine ? Alors, c'est difficile d'avoir des chiffres, mais effectivement, il y a une augmentation ces temps-ci, depuis le mouvement singulièrement de grève, du sentiment, en tout cas, d'insécurité. Et puis, il y a des témoignages d'agression, effectivement. Mohamed Maoulida. Oui, alors, juste un peu d'historique pour mieux comprendre Mayotte. Mayotte est française depuis 1841. Et plus précisément, le 13 juin 1843, le drapeau tricolore a flotté sur le chef des Dzaoudzi. Mayotte n'a jamais appartenu aux Comores. Et je tiens à le préciser haut et fort parce que peu de gens le disent. En 1945, c'est la France qui a voulu faire tombe des Comores, qui a réuni les 4 îles pour faire tombe des Comores. Mais Mayotte et tous les îles comoriens, chaque île avait son sultan. Et les années 1600, on appelait Mayotte l'île au sultan batailleur, parce que tous les sultans voulaient Mayotte. Mayotte n'est pas devenue française par colonisation, mais elle est devenue française par achat, par cession. Une cession qui a été signée entre le commandant Passo, qui était mandaté à l'époque, et le sultan André Antsuli, connu sous le nom de Tsilevalo. Donc, et depuis tout ce temps, à chaque fois que l'occasion se présentait, Mayotte a toujours affirmé sa volonté de rester française. Donc ça veut dire quoi, que pour vous, Mohamed Maoulida, les problèmes auxquels sont confrontés Mayotte, ce ne sont pas uniquement des problèmes qui sont liés à un défaut de préparation de la départementalisation, mais des problèmes qui remontent à beaucoup plus loin. Et est-ce que vous diriez que du point de vue justement de la sécurité, c'est un territoire qui souffre peut-être d'une moindre attention de la part de la métropole ? Tout à fait, c'est une évidence parce que, comme je l'ai dit, Mayotte est française depuis 1841, donc avant plusieurs départements métropolitains. Mais les premières écoles élémentaires n'ont vu le jour que les années 60. Donc on voit une part de négligence qui a fait que... en 1974, comme l'a dit Madame la ministre, il y a eu une question d'autonomie. Et Mayotte a affirmé encore une deuxième fois qu'elle veut rester française. En 2000, il y a eu encore la question. Et Mayotte, à 97%,
c'est encore affirmé. Donc Mayotte a toujours eu la volonté, malgré ce temps que la France a négligé Mayotte, mais Mayotte a toujours affirmé qu'il est sage et qu'elle veut rester française pour être libre. Alors, Mohamed Maoulida, vous nous dites, Mayotte a toujours voulu rester française. Antoine Matt, est-ce qu'on peut dire que, à l'inverse, la République n'a pas toujours, voulu que Mayotte soit pleinement française, notamment du point de vue de ses services publics. Et parmi ceux-ci, il y a notamment justement la question du droit à la sécurité que les manifestants aujourd'hui mettent sur le plan des valeurs républicaines. Est-ce qu'il y a quand même toujours ce décalage qui est un des problèmes peut-être fondamentaux de l'île ? Bon, ce qu'on peut dire, c'est que Mayotte, y compris quand on le compare par rapport aux anciennes colonies qui sont restées dans le giron français, c'est sans doute une des anciennes colonies qui a été les plus délaissée et abandonnée. Il faut savoir qu'au moment de l'indépendance des Comores et donc du choix des Mahorais de voter en faveur du rattachement à la France en 1975, eh bien, le pourcentage d'enfants scolarisés était inférieur à celui des enfants, par exemple, scolarisés à la veille de la guerre d'Algérie en Algérie. 20 ans plus tôt. C'est-à-dire qu'il y a eu un délaissement total du point de vue des politiques d'éducation, de santé. On ne se préoccupait pas beaucoup ni de vacciner, ni de scolariser les enfants. Et ce retard, même si évidemment il a été peu à peu comblé, ce retard, il est très 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 loin d'être comblé. Et surtout, il laisse des traces. Quand la majorité de la population n'a pas été scolarisée, ou très très peu, ou très mal, quand elle était très très mal soignée, eh bien aujourd'hui, on le paye aussi, je pense, dans la société. Par exemple, c'est les chiffres, les dépenses de santé par habitant. Certes, elles étaient, par rapport à la métropole, c'était des rapports de 1 à 20 ou 1 à 30 dans les années 90, ce qui était déjà énorme. Mais encore aujourd'hui, par habitant, on dépense 3 fois moins pour les habitants de Mayotte que pour les habitants du reste de la République. Et ça, il n'y a aucune légitimité. Oui, mais 3 fois moins. C'est quand même énorme. C'est pas 10% de moins. Les élèves à l'école de la République, l'école qui enseigne l'égalité, on consacre par élève 2 fois moins en moyenne aux élèves de Mayotte. Et pour ça, il n'y a aucune légitimité. Et je dirais, comme c'est pas nouveau, je pense que la responsabilité de ce point de vue-là, elle est effectivement étalée et on peut remonter. Je ne remonterai pas aussi loin que monsieur dans l'histoire, mais au moins sur les 20 ou 30 dernières années. Les écarts sont peut-être d'autant plus importants encore aujourd'hui avec Cabarets, qui avait énormément de retard justement à rattraper. Oui, si j'ai 2 minutes, je voudrais dire par rapport à ce que vous disiez, que Mayotte était la mal-aimée, c'est une histoire qui nous est commune, tous les Outre-mer. On pourrait dire la même chose de la Réunion par rapport à Madagascar, qui a été la mal-aimée quand Madagascar était choyé par la France à une certaine époque. La Réunion était dans une misère incommensurable à un moment donné. Je dis ça parce que ça correspond aussi à une réalité de relations que la République a toujours eue avec ses territoires périphériques, qu'on appelle ultramarins. Ça, c'est un point. Et on devrait se questionner encore aujourd'hui et regarder, se dire qu'on doit regarder les citoyens français océaniques d'une autre façon. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Mayotte, Eric Cabarets, c'est la plus mal aimée des mal aimés, disons ? Non, je ne voudrais pas dire ça, parce que d'abord, je pense qu'on n'est pas sûr de ce qu'on dit quand on dit ça, mais je voudrais aussi dire que Mayotte a hélas, du fait de sa départementalisation récente, elle n'a pas eu la chance, entre guillemets, de profiter de ce que nous avons profité. D'une part, l'arrivée massive d'une solidarité, enfin massive, en retard. Quand vous dites nous, quand vous dites nous, c'est quoi ? Les vieilles colonies. Quand vous parlez de la Réunion, par exemple. Les vieilles colonies, les Antilles et la Réunion. Non, mais les Antilles aussi. Les 4 anciens DOM, les 4 anciennes colonies qui sont devenues DOM. Donc, nous, ces 4 vieilles colonies, à une période, nous avons profité de cette solidarité nationale, mais dans les années 60. Alors, 46... c'était la loi de départementalisation. Et puis ensuite, nous avons eu la décentralisation. Et puis, nous avons eu cette solidarité, surtout européenne, 3 fois plus importante que la solidarité nationale, que vous n'avez pas eu, Mayotte. Vous l'avez eu très peu,
et qui a été multiplié par 15 dans les derniers contrats de plan, mais ça veut dire 2014, 2020. Mais avant, vous l'avez pas eu, cette solidarité européenne. Voilà la situation. Donc, il ne faut pas se précipiter sur mal aimé. C'est maintenant... Il faut qu'une fois qu'on ait ces débats... Je reprenais ce terme parce que vous l'avez utilisé. Oui, mais parce que c'est un sentiment que je respecte, parce que la population le ressent comme ça. Et maintenant, on n'a plus aucune raison de ne pas accélérer les choses. Il faut accélérer les choses. Je pense quand même qu'il y a un tout petit problème, c'est qu'on nous dit que ce n'est pas le même timing, la même histoire, etc. Mais quand on est citoyen français, que l'on soit sur l'île de Mayotte, mais aussi à Wallis-et-Futuna ou en Polynésie française, il n'est pas admissible que dans les années 90 ou dans les années 2000 ou dans les années 2010, des citoyens français de ces territoires-là n'aient pas les mêmes droits, qu'on ne consacre pas les mêmes moyens à ces citoyens-là. Et là, on pourra toujours dire, bah oui, mais ceux-là, ils ne sont pas encore départements ou ils viennent de devenir départements depuis peu et ça n'a pas été très pareil. Mais département ou pas, je pense que pour l'ensemble de ces territoires, l'attention, le principe d'égalité devrait prévaloir. Mais moi, Monsieur Matt, je n'essaie pas de dire que c'est normal, parce que je l'ai vécu, ça. Moi, je n'ai pas eu ni l'eau, ni l'électricité. Et je ne suis pas si vieille que ça. Donc moi, je l'ai vécu. Je n'essaie pas de dire que c'est bien. J'essaie de trouver une explication pour que la France hexagonale se remette en question. Et qu'on arrête de nous faire des leçons quand les territoires brûlent, après que les territoires aient brûlé. Et qu'on agisse bien en amont et qu'à chaque fois, on n'ait pas des raisonnements budgétaires pour nous dire que ce n'est pas possible. Célia Cléry, est-ce que vous diriez-vous qu'il y a quand même peut-être une spécificité dans le manque ou dans les retards, disons, de développement de Mayotte, dans le fait que la République s'est peut-être un peu moins intéressée à ce territoire qu'à d'autres territoires d'outre-mer, ou bien est-ce qu'on est, comme finalement nous le dit Erika Barretz, dans une approche assez globale du problème ? Je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire, effectivement, c'est ce qu'on disait, dans les mal-aimés, parce que chacun a le sentiment peut-être sur place d'être mal-aimé, pour des raisons différentes d'ailleurs, mais il y a presque un an, on s'était vu pour parler de la Guyane. Erika Barretz, je peux en témoigner, puisqu'elle était ministre des Outre-mer et qu'elle s'est rendue en Guyane pour un mouvement finalement assez similaire au départ dans les revendications sur l'insécurité, sur l'immigration clandestine aussi. Et puis finalement, on se rend compte que chaque situation est différente. Et le fait que Mayotte soit département en 2011, effectivement, ça joue beaucoup parce qu'il y a eu aussi un désir de la population qu'on peut comprendre, notamment par rapport à la Réunion qui se trouve à proximité, de rattrapage, mais un rattrapage qui ne peut pas être accéléré dans le temps. On ne peut pas rattraper 70 ans de départementalisation, comme c'est le cas en Guyane, en 7 ans. Alors effectivement, on a dit au moment de la départementalisation que les choses se feraient petit à petit dans un processus avec des dates précises, mais il y a une impatience de la population et ça, il faut le comprendre. L'idée, c'était quoi, la départementalisation ? C'était d'opérer le rattrapage sur une vingtaine d'années ? Oui, l'idée, c'était à peu près ça, mais avec les minima sociaux, les retraites, enfin tout un certain nombre de choses qui devaient venir au fur et à mesure. Mais finalement, il y a une impatience et un sentiment effectivement d'abandon de la population sur place. Est-ce que pour vous, Mohamed Maoulida, c'est aussi ça, l'idée du mouvement, c'est de dire il y a un certain nombre de rattrapages qui devaient être faits, qui doivent être faits, qui n'arrivent pas suffisamment vite. Par exemple, pour revenir à ces questions de sécurité, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Mayotte ? Alors, principalement, ce qui manque le plus et qui pourra peut-être faire revenir, parce que Mayotte s'est toujours montré comme bon enfant et qu'il peut attendre. Mais c'est l'insécurité. C'est la liberté au niveau des frontières. Parce que Mayotte est tout petit. Mais les frontières ne sont pas suffisamment gardées. Parce que, et en plus, ce n'est pas la faute de la police sur place, parce qu'ils sont déjà en sous-effectif, mais avec des moyens de fonctionnement médiocres. En partant des radars, ou voire même les bateaux, ils sont en sous-effectif. La police nationale à Mayotte, comme l'a dit chers collègues, qui sont dotés à un tiers, mais à ce un tiers, ils ont encore un tiers de leurs moyens de fonctionnement qui ne fonctionnent pas. Et donc, mais il y a des renforts qui sont annoncés par le gouvernement. Il y a l'idée de renforcer aussi les contrôles en créant un état-major de lutte contre l'immigration clandestine. Ces renforts annoncés font partie du plan Cazeneuve de 2016, qui n'ont jamais vu le jour. Donc aujourd'hui, quand on nous dit de donner le temps de préparer, pour nous, c'est quelque chose qui a été déjà fait. Il est prêt à être mis, parce que l'attente maintenant,
En fait, le problème, c'est que maintenant, on a dépassé l'attente. On a dépassé cette attente. Donc, nous demandons à ce que ces mesures de frontières, ces mesures de sécurité interne soient mises tout de suite en place afin de voir d'autres situations. L'État dit qu'à Mayotte, les jeunes, il n'y a pas de structure appropriée pour les jeunes délinquants. Très bien. Adoptons une solution d'urgence d'abord. Ce qu'avait évoqué Mélenchon la dernière fois. Même si ce n'est pas la bonne parce que ça a été fait à La Réunion, on le comprend très bien, mais c'est une solution d'urgence. D'urgence parce qu'on sait qu'à peu près, on a 300 gamins qui sont comme ça. Donc, ces 300 gamins, on les place quelque part. Après, on essaie de voir, on essaie déjà de construire, parce qu'on les a fait sortir. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui vont. Parce que dans un troupeau, il y a toujours des brebis galeuses. Donc, ça va arriver. Et c'est là qu'on peut donner le temps de construire les structures appropriées. Mais déjà, résoudre le problème d'urgence, parce que là, on est dans la situation d'urgence. Parce que même les hôpitaux à Mayotte sont toujours dans l'urgence, parce qu'un assuré ne peut pas se faire soigner à l'hôpital public. Et non seulement, même au privé, ne peut pas se faire soigner. Parce qu'on n'a pas beaucoup de médecins privés. Et tout le monde, même au privé, on fait la queue. Et des fois, il faut s'inscrire depuis 4 heures du matin. Et des fois, on n'est même pas reçu. Antoine Matt. Une des particularités de Mayotte dont on ne parle pas beaucoup et peut-être dont il faut parler, parce qu'au-delà des mesures d'urgence en matière de sécurité, il faut peut-être s'intéresser aux causes un petit peu de ces phénomènes de violence, de frustration, de délinquance. Et peut-être en amont de ça, une des particularités de Mayotte, c'est les extrêmes inégalités qui sont marquées par la société mahoraise. Quand on regarde par exemple sur les revenus, c'est juste un exemple, les rapports entre les revenus des 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, dans le reste de la France, c'est de 1 à 3 ou 1 à 4, entre les deux. À Mayotte, c'est de 1 à 9, 1 à 10. 84% de la population est sous le seuil de pauvreté. À Mayotte, le seuil de pauvreté, les 1000 euros par personne. Et donc, on a une société, d'une part, dans laquelle il y a d'énormes inégalités, donc d'énormes frustrations. Et vous savez que toutes les sociétés extrêmement inégalitaires dans le monde sont aussi des sociétés très violentes, dans lesquelles la délinquance est importante. Et en plus, vous ajoutez à ça le fait qu'on a une société dans laquelle on lui présente, on lui offre, quelque part, des modes de vie, des modes de consommation, à travers la télévision, à travers le système éducatif, qui sont des modes de vie de la société française, qui nécessitent des niveaux de vie, des revenus bien plus élevés. Donc vous créez d'énormes frustrations dans toute une partie de la population, et notamment chez les jeunes. Les jeunes, c'est quand même la moitié de la population à moins de 18 ans, et mineurs, et 80% de la population à moins de 40 ans. Sauf que s'agissant des causes de l'insécurité, la première raison qui est la plus avancée, en tout cas la plus entendue, c'est celle de l'immigration, et notamment de l'immigration illégale. D'abord, est-ce qu'on peut faire un lien aujourd'hui de manière assez claire entre immigration et insécurité? Et est-ce que Mayotte est confrontée à un problème suffisamment spécifique dans ce domaine des migrations que cela justifie d'avoir un traitement, là aussi, spécifique de cette question, peut-être quitte à déroger à certains principes qui existent au sein de la République. Célia Cléry, ensuite Erika Barrette. Célia Cléry. Alors, déroger à certains principes de la République, ça c'est aussi au gouvernement, j'imagine, de prendre des décisions. On a vu la ministre des Outre-mer parler de l'extraterritorialité de la maternité quand elle était à Mayotte, il y a quelques jours de cela, en expliquant que finalement les enfants qui aujourd'hui, enfin si on adopte ce principe, les enfants qui naissent aujourd'hui, enfin qui naîtront demain à la maternité de Mayotte ne seront pas automatiquement français, bien que nés sur le sol français, parce que de mère en tout cas étrangère. Même s'ils ne le sont pas tout à fait automatiquement, c'est-à-dire ils peuvent le devenir à partir de 13 ans. À partir de 13 ans, voilà. Hein. Alors, en tout cas, ils peuvent demander la nationalité à ce moment-là. Voilà. Mais avec ce principe-là, ils resteront comoriens, puisqu'en l'occurrence, la majorité des femmes qui accouchent à la maternité, qui sont d'origine étrangère, sont comoriennes. Mais 60% des enfants qui naissent à Mayotte naissent français, parce qu'ils ont au moins un parent français, ça. Et 40% leurs 2 parents étrangers. Donc une minorité, quand même, 40% des enfants qui naissent à Mayotte. C'est 40%, c'est à peu près la proportion des personnes étrangères à Mayotte, donc il n'y a rien de très particulier. Mais est-ce que ça suffira en plus pour juguler l'immigration clandestine? C'est et ça est-ce que le lien question. est pertinent? C'est-à-dire, est-ce que lier immigration clandestine qui existe sur l'île et insécurité qui est forte aussi manifestement, est-ce que ça, c'est un lien qui est... Je n'en suis pas certaine. Après, il faudrait s'appuyer effectivement sur des statistiques, mais immigration n'est pas non plus immigration clandestine. Il y a aussi des migrants qui sont à Mayotte en situation régulière. Enfin, il y a des tas de situations différentes. Et puis après, il y a la situation aussi des gens sur place.
une partie des Comoriens qui sont sur place considèrent aussi peut-être que quelque part ils sont chez eux à Mayotte. Enfin, il y a tout est lié aussi à l'histoire de l'archipel. Erika Barrett. Oui, c'est vraiment très complexe. Alors, le problème quand on est dans cette situation, c'est de se dire où on veut aller. Où on veut aller. Mayotte, c'est une île. C'est très difficile à faire un mur de bateau. Je caricature, hein, je vais vite, un mur de bateau pour que on soit 100% sécurisé par rapport à l'extérieur. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc si on va vers ça, on se trompe parce qu'on n'aura pas les résultats attendus. Et si on n'a pas les résultats attendus, on va augmenter la frustration et la colère. L'autre élément, c'est que je pense qu'on ne peut pas dire qu'on résout ce problème-là un peu hors sol sans regarder les Comores et avoir une relation diplomatique d'État à État. Vous savez, on a essayé de dire qu'on allait résoudre avec une coopération décentralisée. C'est de la foutaise, ça marche pas. C'est d'État à État, l'État français parle avec l'État comorien, met les points sur les i et qu'on commence à travailler sérieusement sur cette affaire-là. Et dans certaines conditions, développer cette coopération d'État à État pour que les Comoriens aient les conditions minimales pour rester chez eux. Ensuite, sur l'insécurité, le lien de cause à effet, moi je partage les chiffres que vous disiez tout à l'heure, et que je pense que cette histoire de clinique extra-territoriale, maternité, est une vraie fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont besoin de sécurité sanitaire, manger, aller à l'école, etc., ils prennent le kwassa en sachant qu'ils peuvent mourir. Voilà, kwassa, je rappelle, sont les embarcations qui permettent aux Comoriens d'arriver. Et qu'est-ce qu'elles feront, les dames ? Elles vont aller accoucher à côté de la maternité. Elles vont pas accoucher dans la maternité, mais à côté de la maternité, sans compter les problèmes juridiques. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que, et je finis par un exemple, lorsque je suis arrivée, il y avait une dette de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui n'avait pas été payée par le gouvernement français depuis 2009, 39 millions d'euros. Ça veut dire que toute la partie aide sociale à l'enfance, il y avait zéro politique de l'aide sociale à l'enfance. Ça veut dire qu'il y a aussi des enfants, on ne sait pas de quelle nationalité, française ou pas d'ailleurs, qui sont livrés à eux-mêmes avec les phénomènes de frustration par rapport à la société de consommation, etc., etc. On connaît ça parce qu'on le vit aussi à La Réunion. Je veux dire, c'est pas spécifique. Comment voulez-vous qu'un territoire sans argent, avec une dette de l'État, 39 millions d'euros, mette en place une politique très complexe ? Voilà. Et je voudrais juste finir en disant que nous, dans l'océan Indien, on a des destins communs. Ce qui arrive à Mayotte touche la Réunion. Ce qui arrive à la Réunion touche Madagascar, etc., etc. Et donc, il faut qu'on ait ça à l'esprit. Et la Réunion doit comprendre que tous ces destins sont unis. Mohamed Maoulida, est-ce qu'aujourd'hui les Mahorais considèrent qu'il y a un vrai problème d'immigration et que on accorde peut-être un peu trop facilement la nationalité française aux Comoriens qui viennent sur l'île, et donc il faudrait peut-être déroger au droit commun en la matière, c'est-à-dire réaménager la question du droit du sol parce que ça pose un certain nombre de problèmes de surpopulation et aussi d'insécurité. Est-ce que c'est ça qui fait aussi partie des préoccupations des Mahorais aujourd'hui ? Oui, ça fait partie des préoccupations parce que rien que d'abord la délivrance des titres de séjour, on délivre beaucoup plus de titres de séjour, mais ils n'ont pas le droit de sortir du territoire. Et ça, nous demandons à ce que ça cesse. On délivre des titres de séjour dans la France, c'est que la personne peut circuler librement dans le territoire national. Parce que ces personnes, en majeure partie, veulent bien aller chercher ailleurs si ils peuvent s'en sortir. En parlant des enfants, là vous avez parlé de la maternité, mais à la scolarisation, on scolarise, pour ne pas dire la moitié, mais c'est presque la moitié des élèves qu'on scolarise ne sont pas nés en France et ne sont ni de parents français, ni d'un côté ni de l'autre. Ce sont malheureusement des enfants qui sont mis dans quoi ça, malheureusement, et c'est comme Madame la ministre l'a dit, c'est frustrant, c'est choquant. Et nous, surtout moi, j'avais proposé
un plan au ministre de l'Outre-mer avant vous, c'est de regarder la Réunion, en fait les Mascareignes. Pourquoi ne pas faire la même chose dans les Comores, voire même jusqu'à Madagascar? C'est-à-dire en fait, développer une politique, une politique archipélique, c'est comme ça que j'avais dit, du développement de l'archipel, évoluer jusqu'à ne pas parler de la politique en fait statutaire, essayer de ne pas, parce que quand on a dans la politique statutaire, l'appartenance statutaire, là, les Comores et tout ça, et en fait, on n'avance pas. Mais trouver une diplomatie pour parler, rien que d'abord, le développement de l'archipel, en passant par l'éducation, par la santé, pourquoi ne pas envoyer des médecins, affecter des médecins tous les 2 ans ou tous les 4 ans, et aussi des enseignants, mais qu'ils soient payés par l'État français. Parce que le problème qui se passe aujourd'hui, c'est tout ce que les États différents, français et autres, qui envoient aux Comores, les fonctionnaires ne sont pas suffisamment payés, ou bien ne sont même pas payés. Donc, il faut trouver une autre alternance pour que ces personnes aient le courage de travailler, donc qu'ils soient payés, quel que soit le SMIC de chez eux, mais qu'ils soient payés, mais aussi accompagnés. Donc, peut-être, parce qu'il y a qui disent qu'ils viennent à Mayotte pour la santé, pour l'éducation, apporter ces choses dans l'archipel, parce que dans l'archipel, il y a, en matière d'agriculture, en matière de... En fait, il y a plusieurs choses, mais les mettre à profit. Ce qu'on comprend bien en tout cas, c'est quoi la clé? C'est que les problèmes qui existent à Mayotte ne sont pas que des problèmes mahorais, c'est aussi toute une région qui est en jeu justement dans ces revendications et dans les solutions qu'on peut apporter. Antoine Matt. Peut-être une des erreurs, j'ai pas de solution moi, mais peut-être une des erreurs, ça a été de penser que on pourrait isoler Mayotte de son environnement régional, que Mayotte pourrait se développer indépendamment de son environnement régional, en le coupant. Alors c'est ce qu'on a fait économiquement. C'est plutôt des produits chinois, des pilons de poulet qui viennent du Brésil ou de Bretagne, qui viennent à Mayotte plutôt que des élevages de Madagascar ou des Comores. Et quelque part, c'est peut-être une grande erreur de vouloir penser Mayotte isolément de son environnement. Je rejoins ce qui a été dit auparavant, mais pour ça, il faudrait vraiment une vraie ambition pour l'ensemble de la région et notamment pour l'ensemble de l'archipel. Oui, mais c'est quand même extrêmement compliqué. C'est-à-dire de dire il faut peut-être pas penser isolément Mayotte, tout en imaginant et tout en actant un certain nombre de convergences de droits, notamment par exemple les droits pour le salaire minimum, les droits pour la durée hebdomadaire de travail. C'est-à-dire à partir du moment où vous créez aussi peut-être une inégalité entre Mayotte et les Comores, comment est-ce que vous n'isolez pas justement mais comment dans un même archipel vous pouvez penser isoler ce qui serait un îlot de richesse par rapport à un océan de misère? C'est totalement impossible. Vous aurez beau mais comment est-ce que vous pensez la convergence des droits sociaux, par exemple, justement, par rapport à cette problématique-là? C'est-à-dire, comment vous faites de la convergence des droits sociaux avec la métropole sans isoler totalement, d'un point de vue économique, Mayotte? C'est compliqué, ça, non, Célia Cléry? Oui, c'est compliqué. Peut-être que Erika Baretch voulait réagir, donc peut-être que Madame la Ministre a plus de solutions que moi. Moi, j'en ai pas, en tout cas. Erika Baretch. Non, c'est une vraie question. C'est justement la vision qu'on a eue pendant toutes ces années sur le cordon ombilical hexagone-territoire. Et on ne pouvait survivre qu'avec ce lien-là. Et on a complètement oublié qu'on pouvait, nous, créer notre milieu, à nous, bassin océanique, avec les pays de la zone, l'Afrique, l'Asie, entre nous, tout ça, et faire une économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut très bien être des départements français et européens dans le bassin océanique en ayant le SMIC, etc. Bon, faut faire ce rattrapage social, mais en développant intelligemment des relations économiques et commerciales, en se basant sur les richesses que peut produire chaque territoire, et faire cette espèce d'échange économique avec Madagascar. Et ça, jusqu'à présent, ça n'était ni vu comme ça par l'Hexagone, interdit même, presque, parce que les multinationales, voilà, ça a été des années comme ça. Et moi, je me bats maintenant pour dire que ça suffit. On a aujourd'hui la possibilité de se développer dans nos bassins océaniques et dans l'océan Indien avec des relations commerciales. Mais je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que je veux dire. C'est qu'avant, et encore aujourd'hui, quand vous voulez aller, par exemple, pour faire du commerce avec le Kenya,
de La Réunion, eh ben, c'est plus facile de prendre Air France, enfin une compagnie, de venir à Paris et de redescendre vers l'Afrique pour aller faire cette relation commerciale. Vous pensez que c'est intelligent, ça? C'est complètement stupide. Et quand la France comprendra qu'en développant les connexions avec les pays de la zone pour qu'on puisse développer nos relations culturelles, économiques, on fera du gagnant-gagnant dans nos bassins océaniques. Alors c'est long, mais c'est ce qu'il faut faire, je pense. Célia Cléry, ensuite Mohamed Ça, Moualida. c'est une demande effectivement qui est propre à l'ensemble des Outre-mer. Oui. Le député de la Martinique, Serge Letchimy, il défend ça depuis des années, de dire laissez-nous parler au nom de l'État français avec nos voisins et laissez-nous développer des économies les uns avec les autres, effectivement des échanges qui échappent quelque part à l'Hexagone, mais c'est pas grave parce que nous, on est l'État français, la représentation française dans cette zone géographique et on sait comment ça peut marcher dans la Caraïbe, dans l'océan Indien et puis dans le Pacifique aussi, même si les territoires, c'est encore un autre... Mais ça, c'est prévu, statut. prévu dans la loi sur l'égalité réelle des Outre-mer. Premier article, la République reconnaît aux populations des Outre-mer le droit d'adopter un modèle propre de développement durable pour parvenir à l'égalité dans le respect de l'unité nationale. Alors, c'est quoi? C'est que, alors, certes, la loi, elle est récente, elle date d'il y a un tout petit peu plus d'un an, mais c'est que des principes énoncés à leur application, c'est forcément toujours un petit peu compliqué, un petit peu long. Célia Cléry. Ça prend du temps. Enfin, Erika Barretch, elle peut en témoigner puisqu'elle est à l'origine de cette loi sur l'égalité réelle. Tous les décrets de la loi n'ont pas été signés. De toute façon, on en est loin encore de l'égalité réelle, justement. Mohamed Oui, Moualida. on le sait qu'une loi, une fois promulguée, il faut... Batailler. Il faut encore batailler. Il faut du temps parce que rien que sortir un décret, parce qu'on écrit de belles choses, hein, mais les mettre en application, c'est là où le bas blesse. Parce que c'est très difficile de se mettre d'accord pour écrire un décret, pour décréter quelque chose dans la loi. Par contre, quand il s'agit d'un décret qui va sanctionner, ça, il suffit d'un quart, on a le décret qui va sanctionner. On est sanctionné au même pied d'égalité dans tout le territoire national. Par contre, on n'est pas considéré dans les avantages de la même façon. Je reviens juste sur ce que vous avez dit là tout à l'heure, Madame la Ministre, sur le fait, la caricature du mur. On n'a pas besoin d'un mur. Les entrées à Mayotte sont connues, c'est l'îlot de Mzamboro, les passages, l'îlot de Mzamboro et la Passanès. Donc ces deux passages, comme il y a un seul bateau, et qui fonctionne qu'en fonction du temps, les passeurs le savent très bien. Ils savent que là, le bateau n'est pas de ce côté-là, on va passer par ici. Après la descente, une fois entré dans les zones, dans le lagon de Mayotte, ils cherchent là où c'est facile de déposer leurs clients. Donc ces deux passages, ce sont les seuls passages les plus importants qu'il faut neutraliser. Une fois neutralisé, on peut mettre en place, après tous les politiques qu'on vient de citer, pour développer une politique que j'avais dit archipélique. En fait, les richesses qui sont dans nos archipels, qui sont dans nos îles, les mettre à profit de la population. Et là, comme ces populations viennent à Mayotte, et ils ne disent pas beaucoup de choses, ils disent qu'ils viennent pour la santé, pour l'éducation. Si on apporte ces choses-là, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi mettre en valeur, et ensemble, on pourra vivre dans l'harmonie. Un tout dernier mot, Erika Barretz, mais vraiment très très vite. Il y a un an, vous étiez en Guyane et il y a eu un moment assez fort de votre visite où vous vous êtes excusé au nom de la France par rapport au sort qui avait été réservé aux Guyanais. Est-ce que la France devrait aujourd'hui s'excuser aussi par rapport à ce qui se passe à Mayotte? Non, je l'avais fait, enfin, je redis, je l'avais fait parce que c'était un moment que j'avais vécu comme ça et que j'avais senti comme ça et que voilà, je l'ai fait. Et encore une fois, alors, même si les sujets sont identiques, Mayotte, c'est 7 ans de départementalisation, la Guyane, c'est 70 ans. Et 70 ans après, on est encore à s'interroger s'il y a l'école de la République, la sécurité, etc. etc. Donc voilà, c'est juste insupportable tout ça. Merci Erika Barretz, Antoine Matt, Célia Cléry et Mohamed Moualida. Désolé, on est vraiment au terme de cette émission. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Merci également à toute l'équipe du Grain.